Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. CPI. À partir du 28 janvier 2016, le président Laurent Gbagbo va écrire une page qui viendra alimenter l'histoire de sa longue marche pour la liberté. Nous devrons être à ce rendez-vous. Tout de suite, le sommaire. Côte d'Ivoire, le Noël de l'UNG. Afrique du Sud, Noël. Et pour finir, actualité en Syrie par M. Bassam Tarad. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et le Noël de l'UNG. Mercredi 23 décembre 2015, c'est le jour choisi par le Père Noël Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, pour organiser la deuxième édition de l'Arbre de Noël en faveur des enfants de détenus politiques. Yopougon, la plus vaste commune de Côte d'Ivoire, a abrité cette cérémonie riche en couleurs. Au programme, il y avait des concours de danse, des prestations d'artistes et bien d'autres choses. Tout de suite, Afrique du Sud, tourisme. Une beauté naturelle incroyable, une histoire riche, une culture avant-gardiste et 2 océans. Cela ne peut être que le Cap, en Afrique du Sud. Elle est connue comme la ville-mère. Nous sommes à la recherche de son plus célèbre fils adoptif. Cela devrait être facile, car son nom et son image sont trouvables partout. Ils sont sur les panneaux routiers, dans l'art, et même sur les langues de tous les touristes. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Of course, Nelson Mandela. Nelson Mandela fait partie intégrante du circuit touristique local maintenant. Pourquoi ? La façon dont il est parvenu à la réconciliation était juste magnifique, surtout lorsqu'on s'attend à un bain de sang. Mais il y a plus que cela. Sans doute ce que l'on surnomme la magie Madiba. Nous avons voulu en savoir plus. Mandela a passé presque 30 ans en prison près du Cap. Il a été libéré en 1990. 23 ans plus tard, l'Afrique du Sud est fière de ses progrès. Pendant que Mandela faisait la lumière sur les épreuves de la vie carcérale, la plupart des détenus ont contribué à modeler l'Afrique du Sud moderne. Vous avez rassemblé ici des hommes et des femmes dont certains sont de parfaits inconnus, même à d'autres prisonniers ici. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait notre histoire et qui ont apporté de grands changements. Tout de suite, France, Noël. Si Noël apparaît aujourd'hui comme une fête commerciale avec ses cadeaux et son égérie à barbe blanche, des célébrations sacrées se déroulent à cette période depuis plusieurs millénaires. Les festivités indo-européennes et la fête nordique de Yule correspondaient au point culminant du solstice d'hiver qui intervient dans la nuit du 21 au 22 décembre. La fête de Yule, terme désignant la roue du temps ou la fête, combinait à la fois les antiques croyances liées à la nuit hivernale et l'espoir de renouveau dont sera porteur le nouveau soleil. Le destin du soleil, suivant sa courbe croissante pour briller lors du solstice d'été, puis sombrant lentement dans la sombre nuit d'hiver, devenait alors le symbole de la vie, considéré comme une grande tâche. Chez les Romains, le 25 décembre était la fête officielle du soleil invaincu.
Après la conversion des peuples européens au christianisme, la date du 25 décembre est conservée par l'Église. On y célèbre désormais la naissance du Christ. Celle-ci marque à la fois un renouvellement pour les hommes, mais aussi pour l'Europe. En effet, sur le vieux continent, le rite catholique s'inspire dans sa forme de différentes célébrations ancestrales et reprend également plusieurs symboles comme l'arbre ou la couronne. Le dévouement au soleil fait place au dévouement pour le Sauveur. En 800, le patron de l'Europe, Charlemagne, choisit cette date sacrée pour son couronnement. Et, chaque année, les catholiques se retrouvent pour la traditionnelle messe de minuit. Et pour finir, Syrie, analyse de M. Bassam Taran. Vous allez bien, M. Taran? Oui, parfaitement. On voudrait savoir, que pensez-vous du contenu du récent résolution votée vendredi dernier par la quasi-totalité des membres du Conseil de sécurité sur la paix en Syrie? En fait, c'est une excellente résolution, mais il faut tout de suite ajouter que c'est une victoire pour la Russie, qui a finalement convaincu les Américains de se ranger de son côté et au moins de faire un brouillon pour essayer de trouver une issue politique au conflit syrien. Alors, ce qui est important dans cette résolution, c'est qu'il n'y a aucune clause qui parle du départ du président légitime de la Syrie, Bachar el-Assad. Aucune. Ceci dit, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais pas au cours de la réunion, Merkel s'était exprimée bien avant, qui signifiait qu'il valait mieux que Assad s'en aille. Il ne peut pas être l'avenir de la Syrie. Évidemment, la Russie a maintenu sa position en disant qu'il appartient au peuple syrien, et juste le peuple syrien, de décider de l'avenir du président Assad. Alors, la France a cherché aussi à insérer une clause, mais elle a échoué, qui consistait à dire qu'Assad n'avait pas le droit de se représenter aux élections. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que si Assad venait à se représenter, ce qui est fort probable et même plutôt sûr, c'est qu'il sera élu haut la main, vu que pour son peuple, c'est un héros qui a pu braver les forces occidentales et se maintenir au pouvoir grâce à ses alliés dans la région, et non des moindres, hein, la Russie, l'Iran, le Hezbollah et l'Irak, et surtout son peuple, parce que sur cette côte syrienne, la majorité aujourd'hui qui y vit n'est pas chiite, ni alaouite, ni chrétienne. La majorité est sunnite. Donc cela prouve bel et bien que beaucoup de sunnites syriens aiment Bachar el-Assad et voient que malgré toute cette crise économique, l'embargo, la guerre, les bombardements, les complots, Assad continue de virer les salaires à chaque employé, de pourvoir son peuple en tout ce qui est produit de première nécessité et autres. Donc là, c'est, si vous voulez, ma première remarque concernant cela. Maintenant, pour ce qui est de la transition politique, qu'il y aura un gouvernement de transition, là, je suis beaucoup moins sûr. Parce que vous voyez, pour le peuple syrien qui est resté en Syrie, et pour aussi une grande partie qui a quitté la Syrie, et là, je vous dis tout de suite, il y a cette partie qui a quitté la Syrie n'est pas anti-Assad. Preuve en est, c'est que quand les élections ont eu lieu au Liban, on a vu l'encombrement, les bouchons dans les rues de Beyrouth pour aller voter et pour Assad. Et donc, cette mauvaise campagne des médias qui consiste à dire que les réfugiés, les migrants, les immigrés, appelez-les comme vous voulez, qu'ils soient en Turquie, en Jordanie et au Liban, ne sont pas anti-Assad. Donc, je reviens à cette histoire de transition politique.
l'opposition actuellement qui est dans cette transition, il n'y a pas un consensus là-dessus. On parle de près de 180 groupes d'opposition. Et là, évidemment, la Russie a opposé son veto déjà à la Jordanie, qui était chargée de un peu démêler tous ces groupes terroristes qui prétendent être de l'opposition, qui est terroriste, qui ne l'est pas. D'une part, d'autre part aussi, la Russie a refusé la liste et les propositions faites par le sommet de Riyad. Parce que dans cette opposition de Riyad, si vous voulez, on voit essentiellement les gens qui ont appelé à une intervention contre leur pays, la Syrie. Une intervention armée de la part des États-Unis et de l'Occident. Ou des gens qui ont déclaré haut et fort leur soutien pour les groupes islamistes, à savoir Al-Nusra, Daesh et les autres. Ahrar al-Sham, Jaish al-Fath, tout cela, ce sont des terroristes islamistes. Alors, évidemment, on ne peut pas parler, si vous voulez, de cette résolution sans faire allusion à la réunion de Vienne. Dans cette conférence de Vienne, à laquelle l'Iran était convié, il y a eu des décisions de prise très importantes. Et en fait, la réunion du Conseil de sécurité a tenu compte des recommandations de la conférence de Vienne. Cela affaiblit le Royaume saoudite et toute cette opposition qui est aidée par le Royaume saoudite. Donc, cette résolution, si vous voulez, pour ce qui est de la transition politique, ne peut pas être couronnée de succès, à mon avis, parce qu'il est très difficile que l'opposition unifie sa position face à la crise. Et puis, il n'est pas question que Assad, qui s'est battu pendant 5 ans pour la légitimité des institutions syriennes, qu'il accepte de s'éclipser au profit de comploteurs, d'aventuriers, de charlatans, de collabos, comme on dit au sens négatif du terme, de tous ces soi-disant opposants. Alors vous me direz, et la vraie opposition, elle est où? Pendant que les gens se réunissaient à Riyad, il y avait une autre opposition à l'intérieur qui s'est réunie à Damas. Et il y avait une autre réunion d'opposition laïque et kurde qui s'est réunie ailleurs. Donc, déjà, on avait 3 réunions d'opposants. Mais la vraie opposition, qui était pacifique, je crois qu'elle n'existe plus. C'est celle qui a organisé les manifs au début, puis qui tout de suite a vu qu'elle était instrumentalisée par un Occident qui voulait détruire la Syrie. Elle a démissionné, cette opposition. Et là, on a affaire simplement à des marionnettes qu'agite le Qatar, le Royaume saoudite, la Turquie. Voilà en gros, si vous voulez, pour cette réunion au Conseil de sécurité. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.